Vous vous souvenez, en avril 2010, un volcan au nom imprononçable avait bloqué toute l'Europe pendant 2 semaines. Il s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, Eyjafjallajökull. Par contre, vous allez regretter ce nom finalement facilement prononçable par rapport au cratère de l'éruption islandaise qui vient tout juste de s'achever. Sundhnúkagigaroddin. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur cette éruption express, mais dont les prémices menaçantes ont chamboulé et durement abîmé toute une région pendant des semaines. Nous allons passer en revue tous les éléments ayant eu lieu avant l'éruption et voir en temps réel ce que nous pensions ou craignions. Et pour l'éruption en elle-même, vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo toutes les vidéos que j'y ai consacrées récemment, ainsi vous saurez absolument tout. Tout a commencé avec un événement des plus ordinaires pour l'Islande. Les volcanologues détectent le 5 novembre 2023 une poussée de magma sous des cratères datant du XIIIe siècle, nommés Illahraunskígar. Avec un volume estimé à 6 millions de mètres cubes, on comprend alors pourquoi la péninsule de Reykjanes, la partie la plus jeune de l'île, connaissait des milliers de séismes en 24 heures seulement. À ce moment-là, rien de spécial, mais le nom des cratères est plutôt prophétique, car Illahraunskígar signifie les cratères de la lave maléfique. Les premières bribes d'inquiétude apparaissent lorsque Benedikt Gunnar Orfeusson, expert en mouvement de croûte terrestre pour le compte de l'agence météorologique islandaise, précise qu'une grande quantité de gaz a également été détectée. Conséquence ? Comparativement aux débuts les plus importants des éruptions 2021, 22 et 23, avec 15 mètres cubes par seconde de flot paisible, entre guillemets, la présence de gaz pourrait nous amener à 100 mètres cubes de lave rejetée en cas d'éruption. Un risque évident alors que nous sommes juste à côté du Blue Lagoon et de la centrale thermique de Svartsenki, sans oublier Grindavik, ma petite bourgade adorée, qui se trouve à quelques kilomètres de là, pour laquelle un plan d'évacuation a alors été mis sur pied. Petite digression, cette estimation de 100 mètres cubes par seconde est effectivement ce que nous aurons lors de l'éruption fin décembre. Mais à ce moment-là, nous n'étions que sur du préventif concernant les 3500 habitants de cette ville déjà construite dans et sur des champs de lave presque millénaires. Le 7 novembre, seulement 48 heures plus tard, les autorités basculent la situation en danger imminent, tel que le montrent les relevés sismiques et tel que le confirment certains experts qui craignent un débit de 150 mètres cubes par seconde, soit 10 fois plus qu'en 2021, tout en appelant à l'action rapide des autorités locales pour entamer la construction de digues en gravier pour dévier le flot du magma, comme cela a été fait avec un grand succès en 2021. Les séismes continuent alors de plus belle, en quantité, bien qu'ils n'augmentaient pas encore en force. Cela suffit pour que les premiers habitants quittent la ville, en petit nombre certes, de peur que l'éruption prenne tout le monde par surprise. Autre surprise que les autorités cherchent à éviter, que la centrale thermique de Svartsenki soit touchée. En effet, elle permet de chauffer non seulement Grindavik, mais aussi toute la région aéroportuaire de Keflavik et Njarðvík, soit près de 30 000 habitants. Une catastrophe à l'approche de l'hiver. C'est ce jour-là qu'également 2 compagnies de transport décident de suspendre leur liaison avec le Blue Lagoon, lieu thermal emblématique, mais que, personnellement, je vous le dis, je n'apprécie pas du tout car beaucoup trop fréquenté. Par contre, pour ceux qui participeront au prochain voyage Islande que j'organise pour la 6e année consécutive, parmi les nombreuses surprises que je vous réserve, il y aura un lieu thermal d'absolue exception dans un cadre indescriptible. Pardon, j'en ai déjà trop dit, et vous de votre côté, si vous n'êtes pas encore inscrit, mais que vous désirez participer à un de ces voyages en mini-groupe ultra privilégié, on sera 6 ou 8 maximum, vous trouverez là aussi dans la description de la vidéo le lien avec toutes les infos et itinéraires du voyage. Le 9 novembre, la nouvelle tombe. Le niveau d'alerte passe de danger imminent à urgence. Et le Blue Lagoon ferme ses portes et évacue les clients qui séjournaient dans son hôtel adjacent. La route reliant Grindavik à l'aéroport se fissure. La raison de cette montée en gamme du danger ? Le basculement de la poussée de magma depuis Illahraunskígar vers Sundhnúkagigar, un lieu bien plus menaçant pour Grindavik. Il ne faudra que 24 heures pour que Grindavik soit évacué après quelques séismes dépassant les 4 sur l'échelle de Richter, avec même une pointe à 5,2. Le signe le plus alarmant ?
et que la fissure située sous l'axe des cratères, une fissure vieille de 2350 ans, eh bien cette fissure, elle s'est ouverte en pleine ville, laissant présager le pire. Car le pire émane de l'analyse des volcanologues, qui indiquent que pour avoir un déplacement de croûte aussi soudain et important, le débit du magma, alors situé à seulement 1,5 km de profondeur, doit avoisiner, tenez-vous bien, les 1000 mètres cubes par seconde, sans quoi il n'aurait pas la force nécessaire. 1000 mètres cubes par seconde. Si l'éruption se déclare en pleine ville, ce serait une absolue catastrophe. C'est une ville où j'organise des activités lors de mes voyages, où l'on mange une des meilleures recettes de poissons au monde, et je suis profondément touché en voyant les images de cette fissure dans une ville désormais fantôme, alors que j'en connais toutes les rues et les recoins. Alors je n'ose imaginer la détresse profonde des gens qui pourraient être sur le point de tout perdre. Tout. Le point positif est alors que si le magma se trouve à 1,5 km de profondeur, c'est-à-dire grosso modo juste sous nos pieds, le pire est passé en termes d'intensité sismique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'éruption, mais au moins la percée chaotique du magma est derrière nous. Il ne reste alors plus qu'à espérer que la sortie de ce dernier se fasse attendre le plus longtemps possible, car il n'est jamais exclu que le magma refroidisse plus vite sous terre qu'il n'arrive à percer vers la surface. C'est ainsi que de nombreuses éruptions sont évitées. C'était déjà le cas dans des proportions moindres, fin 2021, début 2022. Beaucoup de séismes, mais pas d'éruptions. Une fois la ville évacuée d'urgence, toujours à l'écoute de l'activité sismique, les autorités ont permis aux locaux de revenir en ville pendant de brefs moments pour transférer cheptels de moutons et chevaux, ainsi que pour vider les maisons si besoin est. La fissure, qui a littéralement divisé la ville en deux, ne serait pourtant pas l'endroit où le magma tente de sortir. Comme nous l'avons dit, cette fissure existait déjà, et elle n'a fait qu'être réactivée entre guillemets par l'activité locale du magma, qui pousse mais ne sort pas encore. Bien entendu, une éruption peut toujours arriver, mais Grindavik n'est pas nécessairement le lieu le plus probable pour la sortie du magma. Par contre, elle n'en reste évidemment pas moins le lieu le plus dangereux si cela se produit. Les experts pensent qu'alors le lieu le plus probable de l'éruption serait vers les cratères d'Eldfjord. D'autres pensent que le magma va sortir à nouveau dans l'axe des éruptions du Fagradalsfjall et de Meradalir 2021-2022. Ils suggèrent également qu'à mesure que les séismes baissent en intensité et en fréquence, le risque d'éruption lui-même diminue, bien que les stigmates de la ville font craindre le pire. Malgré tout cela, l'aspect le plus catastrophique de la situation est que même s'il n'y a pas d'éruption, que va-t-il se passer avec la vie de cette ville ? Les 3/4 de la ville vivent dans la partie ouest, touchée par l'affaissement du sol. Vont-ils revenir vivre comme si de rien n'était ? On peut en douter. Et quid de leur vie ? Quid du tissu économique de la ville ? Quid du port de pêche, qui est très prolifique, car un des seuls de la côte sud ? Pourrait-il continuer à subsister dans une ville fantôme ? C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce qu'est réellement l'Islande. Oui, c'est une île. Oui, il y a 370 000 habitants. Oui, 70% d'entre eux vivent dans la grande agglomération de la capitale Reykjavik. Cela montre bien l'immense fragilité des autres villes dont l'équilibre reste terriblement précaire face à une nature aussi forte. C'est le cas de Grindavik, peut-être encore plus qu'ailleurs. Il est certain que la ville fera l'objet d'une réévaluation des risques afin de savoir si et comment la vie pourrait y reprendre. Gardons en tête qu'en Islande, d'énormes moyens peuvent être déployés pour protéger non seulement la nature, mais aussi les groupements d'habitation les plus minuscules et les plus reculés. Quelques jours plus tard, nous sommes face à un affaissement de la moitié de la ville de près d'1,25 m. Les travaux ont pu commencer entre-temps pour créer les digues de terre et de gravier dont nous parlions en tout début de vidéo. Leur but serait le même qu'en 2021. Non pas d'arrêter la lave, ne soyons pas utopistes, mais d'en changer la direction avant qu'elle ne s'accumule et déborde. Ce changement de direction fut d'une grande aide en 2021 pour éviter que le magma ne se déverse dans la vallée de Nauthaí, qui aurait pu être la voie royale, la voie sacrée, vers Grindavik. Plus d'une semaine après l'évacuation de la ville, les yeux des curieux à l'international ont cessé d'être rivés sur Grindavik car l'éruption se fait attendre et les dégâts n'augmentent pas. Évidemment, quand il n'y a pas de drame, ça intéresse un petit peu moins. C'est assez malheureux. Mais heureusement, chaque jour qui passe alors marque un peu plus notre éloignement d'une éruption à travers la fissure de la ville, même si le magma est toujours détecté sous la terre. Détecté et mobile, mais visiblement ne cherchant pas son chemin vers la sortie, d'où un nombre réduit de secousses.
Il semble alors que l'activité se soit déplacée vers le Blue Lagoon. Alors que la partie impactée de Grindavik est chue de 1,25 m, 125 cm, la croûte aux alentours de la centrale de Svartsenki se soulève d'environ 1 cm par jour. C'est ce qu'on appelle un land lift. Donc tant que ce soulèvement demeure, personne ne sera autorisé à retourner à Grindavik ou au Blue Lagoon dont l'accès est empêché par les autorités et les citoyens sont très respectueux des mesures de sécurité. L'évaluation de la situation, environ 2 semaines après les débuts de tout ceci, dans ses considérations les plus sécurisantes, fait état de 6 à 8 mois avant que la ville ne puisse réouvrir, le temps que tout le réseau souterrain, internet, évacuation des eaux et chauffage puisse être remis d'aplomb. C'est à la fois court et interminable, pour les habitants qui ont été chassés par une nature qu'ils aiment et respectent pourtant à l'infini. Comme toujours, c'est l'inconnu qui est la plus difficile à gérer. 2 semaines et demie après le début, les premières bonnes nouvelles tombent. Selon Haraldur Sigurðsson, la digue magmatique sous Grindavik commence à se solidifier, allant même jusqu'à dire que s'il était habitant de Grindavik, il souhaiterait retourner chez lui pour les fêtes de fin d'année. Cela permet aussi de confirmer que si éruption il y a, donc à l'époque on l'imaginait peut-être dans une semaine, dans un mois ou dans un an, elle devrait avoir lieu, Dieu merci, dans une zone beaucoup plus safe pour les locaux. Par contre, il y a un gros problème pour les locaux dont la maison ou l'appartement n'ont pas été touchés. Tant que les infrastructures de la ville, ou la ville en elle-même ne reprend pas complètement vie, ils ne pourront pas revenir y habiter sans pour autant toucher d'argent des assurances. Non seulement ils devront changer de vie, mais ils devront se confronter au marché locatif le plus saturé d'Europe, si ce n'est du monde. Il y a un immense problème social sous-jacent à cette situation, il faut bien en prendre conscience. C'est d'autant plus ironique qu'en 1973, en raison de l'éruption dramatique ayant touché les îles Westman, de nombreux habitants à l'époque sont venus vivre, je vous le donne dans le mille, à Grindavik, ou alors juste à côté, une demi-heure de route, vers l'est à Thorlagshoop. Début décembre, la situation restait la même. Grindavik semble tirer d'affaire, mais la centrale et le Blue Lagoon sont toujours en sursis avec ce sol qui se soulève d'1 centimètre par jour et qui constitue une menace réelle, pendant que les experts n'arrivent pas encore à se mettre vraiment d'accord sur l'endroit où ça pourrait péter. La connaissance volcanologique et nos capacités à vraiment prédire la vie magmatique de la Terre demeurent limitées à bien des égards. On peut toujours isoler ponctuellement les évolutions d'activité volcanique, mais force est de constater que cela ne se traduit pas toujours en éruption. Ça permet cependant de se focaliser sur une partie spécifique qui semble plus active que les autres, comme d'anciens cratères ou la fameuse fissure. Nous faisions donc alors face à une situation plus sereine, avec une catastrophe évitée. Par contre, l'avenir concret de la vie à Grindavik, la vie de sa communauté, ses habitants, son port et j'en passe, l'avenir concret, lui, pourrait être malheureusement catastrophique, avec ou sans nouvelle éruption. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.